Mon ami, ce que tu vas découvrir aujourd'hui va te laisser sans voix. Un marchand arabe voyageant à travers la Russie en 922 fut témoin d'un événement si troublant qu'il en mourut. Ahmad ibn Fadlan a documenté des rituels vikings si extrêmes que pendant des siècles, les historiens les ont rejetés comme pure fantaisie. Mais les preuves archéologiques ont confirmé l'impensable. Les Vikings n'étaient pas seulement des guerriers sauvages, mais des créateurs de terreur psychologique qui ont fait de la violence une science exacte. Ce que vous découvrirez aujourd'hui transformera radicalement votre vision du Moyen-Âge. Préparez-vous, car cette histoire est si brutale que de nombreux universitaires l'ont censurée pendant des décennies. Et regardez, si vous persévérez jusqu'à la fin, vous comprendrez comment ces personnages ont influencé le monde moderne d'une manière inimaginable. La machine de guerre mentale. Les Vikings ont compris une chose que les psychologues modernes commencent tout juste à découvrir. Détruire l'esprit de l'ennemi est 1000 fois plus efficace que détruire son corps. Ils ont développé un système de guerre psychologique si sophistiqué que des communautés entières se sont rendues avant même le combat. Imaginez la scène. Vous êtes dans un paisible village médiéval, vacant à vos occupations, lorsque soudain, des silhouettes sombres apparaissent à l'horizon. En vous approchant, vous entendez un son à glacer le sang. Des centaines de voix chantent des chants de mort dans une langue que vous n'avez jamais entendue auparavant. Le rituel de la peur commençait bien avant la bataille. Les Vikings arrivaient en chantant des chants spécifiques qu'ils avaient inventés pour instiller un maximum de terreur. Il ne s'agissait pas d'une musique improvisée, mais d'une technique acoustique conçue pour briser la résistance mentale, avant même le premier coup. Leurs navires étaient ornés de têtes de dragons sculptées, qui n'étaient pas seulement décoratives, c'étaient des armes psychologiques. Imaginez voir des dizaines de ces créatures monstrueuses émerger de la brume matinale, leurs yeux peints en rouge vous fixant. C'était comme si des monstres mythologiques s'en prenaient à vous. Mais ce n'était que le début. Ils utilisaient des os humains pour décorer leurs armes, non par sadisme, mais par stratégie. En voyant une hache ornée des os d'autres victimes, l'esprit imaginait automatiquement son propre destin. C'était du terrorisme psychologique pur et dur. Leurs cris de guerre étaient d'un autre niveau. Ce n'étaient pas des cris ordinaires. C'étaient des sons qui simulèrent des créatures surnaturelles. Ils s'étaient entraînés depuis l'enfance à produire des sons qui ne ressemblaient pas à ceux des humains. Hurlements de loups, rugissements d'ours, hurlements de démons. Tout se mêlait en une symphonie infernale. Les berserkers, des guerriers possédés. Oubliez tout ce qu'Hollywood vous a raconté sur les berserkers. Ces hommes musclés et hurlants armés de haches, une blague comparée à la réalité. Les vrais berserkers n'étaient pas seulement des guerriers furieux, mais des machines à tuer, entraînées dès l'enfance, à des techniques de altération de l'esprit qui feraient tuer n'importe quel psychologue moderne. Leur transformation était littéralement surnaturelle pour ceux qui en furent témoins. Ils commencèrent par consommer un mélange de champignons hallucinogènes, poussant dans les forêts nordiques. Mais ce n'était pas seulement de la drogue, c'était un cocktail chimique naturel qui altéra complètement leur perception de la réalité. Ils pratiquaient ensuite une méditation extrême pour entrer en transe. Ils passaient des heures à répéter des mantras en langues anciennes, balançant leur corps, jusqu'à ce que leur personnalité normale disparaisse littéralement. C'était comme si une autre conscience avait pris possession de leur corps. Le plus effrayant, ils s'automutilaient pour montrer qu'ils ne ressentaient aucune douleur. Ils se coupèrent la peau, se brûlèrent des parties du corps, et tout cela avec le sourire. Voyant cela, leurs ennemis se demandaient « Comment puis-je combattre quelqu'un qui se coupe le bras et rit ?» Et ils se battaient complètement nus par des températures de moins 20 degrés. Alors que les soldats ordinaires pouvaient à peine tenir leurs armes avec leurs mains gelées, les berserkers couraient nus dans la neige comme en été à Rio. Les ennemis croyaient sincèrement combattre des démons, et non des humains. Et voyez-vous, vu ce qu'ils faisaient, ce n'était pas si loin de la vérité. Cet avantage psychologique leur permettait de remporter des batailles entières avant même qu'elles ne commencent. On rapporte que des armées entières fuient à la vue de 3 ou 4 berserkers qui approchent. Imaginez la terreur. Vous êtes un soldat médiéval, déjà effrayé à l'idée d'affronter d'autres humains. Et soudain, un homme nu,
et ensanglanté apparaît, émettant des cris d'animaux, courant vers vous, sans ressentir ni froid ni douleur. Je m'enfuirai aussi, sans hésiter. Le code d'honneur mortel. C'est là que les choses deviennent vraiment sinistres. La société viking possédait un concept appelé nid, un mot qui représentait un déshonneur si profond qu'il justifiait littéralement le meurtre. Et je ne parle pas d'insultes mesquines. Toute remise en question de la valeur de quelqu'un en tant que guerrier pouvait déclencher une vendetta qui durait des générations. Les règles du jeu étaient brutales. Un homme jugé déshonorant perdait tous ses droits. Il ne pouvait témoigner devant un tribunal, hériter de biens, porter des armes, ni même se marier. C'était comme s'il avait cessé d'être un citoyen et était devenu un fantôme social. Le plus incroyable, c'est que de tels enfants puissent être marqués par la honte de leur père. Imaginez grandir, en sachant que vous portez le fardeau du déshonneur de quelqu'un que vous ne connaissiez même pas bien. Ce système créait des cycles de vengeance, transmis de génération en génération. La seule façon de racheter ce déshonneur était une mort honorable au combat. Cela créait une pression sociale excessive, les hommes cherchant littéralement à mourir, en combattant simplement pour laver leur nom. Et quelle folie! On raconte que des hommes ont parcouru des centaines de kilomètres, traversé des pays entiers, pour finalement tomber sur quelqu'un qui les avait insultés des années auparavant. Ce n'était pas seulement de la colère, c'était une question de survie sociale. Les marchés aux esclaves, une industrie de l'horreur. Voici maintenant ce qui va vous choquer le plus. Les Vikings n'étaient pas seulement des pillards qui pillaient et s'enfuyaient. Ils ont bâti le premier système industriel de traite d'êtres humains en Europe. Et quand je dis industriel, je veux dire industriel, avec une logistique, des routes commerciales établies et toute une économie qui en dépendait. Dublin et York devinrent des centres de commerce humains, approvisionnant tout le continent européen. Imaginez des villes entières où la principale marchandise était l'humain. Des familles séparées, des enfants vendus comme du bétail. Tout cela se déroulait sur les places publiques comme si c'était normal. L'économie de la terreur opérait avec une efficacité redoutable. Les Vikings capturaient des villes entières lors de leurs raids. Il ne s'agissait pas seulement de faire quelques prisonniers ici et là, ils vidaient des villages entiers. Ils séparaient stratégiquement les familles pour briser toute résistance organisée. Les marchés classèrent les gens exactement comme le bétail. Ils appliquèrent des prix différents pour les hommes, les femmes, les enfants et les artisans qualifiés. Un esclave adulte en bonne santé valait autant que 8 vaches. Imaginez, ils accordaient littéralement la même valeur à la vie humaine qu'à celle des animaux. Mais le plus terrifiant, c'était la logistique. Ils avaient établi des routes commerciales, des points d'arrêt pour que les prisonniers puissent se renouveler et des systèmes d'identification pour empêcher les esclaves de s'échapper. C'était une machine de déshumanisation bien huilée. Et quelle horreur! Ils ont découvert que séparer les enfants de leurs parents brisait la résistance des adultes, plus rapidement que n'importe quelle torture physique. Il s'agissait d'une manipulation psychologique visant à maximiser l'obéissance et à minimiser la défiance. Le réseau de routes commerciales, le premier empire mondial. Considérez ceci, du Groenland à Constantinople, les Vikings ont établi des routes commerciales qui transportaient bien plus que des marchandises. Ils étaient porteurs de terreur, de domination culturelle et d'une nouvelle vision du monde. Leur empire invisible était plus vaste que tout empire officiel de l'époque. Ils contrôlaient les fleuves de la Baltique à la mer Noire. Ils établirent des colonies permanentes sur 4 continents. Leurs pièces arabes atteignirent des régions aussi lointaines que l'Amérique du Nord. Il existe en effet des preuves archéologiques attestant que les Vikings ont apporté des pièces arabes dans ce qui est aujourd'hui le Canada. Ils ont influencé des langues allant de l'Islande à la Russie. Nombre de mots que nous utilisons aujourd'hui leur viennent. Ski, viking, berserker, bien sûr, mais aussi île, son, mourir, paradis, enfer. Vous parlez viking tous les jours, sans même le savoir. Le plus impressionnant était leur façon de naviguer. Ils n'avaient ni GPS, ni boussole magnétique, rien. Ils utilisèrent des pierres solaires, des cristaux spéciaux qui leur permettaient de localiser le soleil, même par ciel nuageux. Ils s'orientaient grâce aux courants océaniques, au vol des oiseaux et même à l'odeur de l'air. Ils arrivèrent en Amérique 5 siècles avant Colombe. Ils établirent des colonies au Groenland qui durèrent plus de 400 ans. Ils commerçaient avec les tribus amérindiennes. Les Vikings découvrirent le Nouveau Monde et le considérèrent
comme une simple escale commerciale. Arme psychologique. La terreur comme stratégie. Les Vikings n'ont pas seulement conquis des territoires, mais aussi des esprits. Et les tactiques qu'ils ont développées pour briser le moral de l'ennemi étaient si sophistiquées que les stratèges militaires modernes seraient stupéfaits. Leur stratégie de domination était parfaitement calculée. Ils attaquaient pendant les fêtes chrétiennes, Noël, Pâques et les grands jours saints. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que cela provoquait un traumatisme psychologique extrême. Imaginez que vous célébriez la naissance du Christ et que soudain, des démons païens surgissent pour vous massacrer. Ils ont détruit des symboles sacrés spécifiques pour démoraliser des populations entières. Il ne s'agissait pas d'actes de vandalisme aléatoires. Ils ont étudié chaque culture pour savoir précisément quoi attaquer et provoquer un désespoir spirituel maximal. Ils utilisèrent les prisonniers comme messagers vivants de la terreur. Ils libérèrent les survivants mutilés qui retournèrent dans leur communauté en racontant les horreurs. Cette propagande négative se répandit plus vite que n'importe quelle armée. Ils ont délibérément créé des légendes exagérées sur leur cruauté. Plus l'histoire était terrifiante, mieux c'était. Des communautés entières se sont rendues sans combattre simplement parce qu'elles avaient entendu parler des Vikings. C'était un acte terroriste caractéristique. Funérailles sanglantes, cérémonie de l'au-delà. Eh bien, nous en arrivons maintenant à la partie documentée par Ibn Fadlan, qui a étonné les historiens pendant des siècles. Les funérailles vikings n'étaient pas de simples adieux, mais des rituels de transfert de pouvoir impliquant des sacrifices humains d'une ampleur qui défie l'entendement moderne. Ibn Fadlan a assisté aux funérailles d'un chef viking qui ont duré une semaine entière. Une semaine entière. Il ne s'agissait pas seulement de pleurer et d'enterrer les morts. C'était un événement qui mobilisait toute la communauté dans un mélange de fêtes, de compétitions sportives et de rituels religieux, culminant en des événements qui auraient donné des cauchemars aux auteurs de romans d'horreur. Le processus rituel commençait par la préparation du corps du chef défunt. Ils le préservaient grâce à des techniques que les Égyptiens enviaient. Mais contrairement aux pharaons, qui étaient momifiés pour l'éternité, les Vikings préparèrent le corps pour la crémation de la manière la plus spectaculaire qui soit. Durant la semaine de préparation, des compétitions sportives avaient lieu. Courses, luttes, concours de force. Des banquets de masse étaient organisés, où toute la communauté mangeait et buvait comme si c'était la fin du monde. Et, techniquement, pour certains, c'était le cas. Le plus troublant était le choix de ceux qui accompagneraient le chef défunt. Ibn Fadlan raconte comment on demandait aux esclaves du chef « Qui veut mourir avec lui ?» L'une d'elles se porta volontaire, persuadée qu'elle deviendrait une déesse au Valhalla. Le point culminant était l'incendie du bateau funéraire chargé de trésors, d'armes, de nourriture pour le voyage spirituel et de personnes vivantes. Le feu était considéré comme un portail, transportant tout vers le monde des morts, y compris les âmes des sacrifiés. La magie de la Volva, les sorcières du Nord. Bon, il faut que tu comprennes une chose. Dans la société viking, les femmes avaient un pouvoir qui n'existait nulle part ailleurs en Europe médiévale. Les prêtresses Volva avaient une autorité absolue en matière spirituelle et surnaturelle. Ces femmes étaient les seules à pouvoir prédire l'avenir et communiquer directement avec les morts. Je ne parle pas de charlatanisme. Dans la société viking, leur pouvoir était réel et incontestable. Les rois puissants tremblaient en présence d'une Volva. Leur autorité suprême incluait le droit de vie ou de mort sur quiconque, y compris les rois et les jarls. Si une Volva déclarait quelqu'un maudit ou voué à la mort, il pouvait être exécuté sur le champ, sans aucun doute. Ils voyageaient librement entre les territoires ennemis. Les armées en guerre cessaient les combats pour laisser passer une Volva. C'était comme s'ils existaient au-dessus de tout conflit politique ou militaire. Leurs prophéties déterminaient les décisions militaires, les mariages royaux, les expéditions commerciales, littéralement tout ce qui comptait dans la société. Un roi ne déciderait pas d'envahir un autre pays sans consulter au préalable une Volva. Il contrôlait les rituels de fertilité qui garantissaient les récoltes, la naissance d'enfants en bonne santé et la prospérité des communautés. Sans la bénédiction d'une Volva, rien ne fonctionnait correctement. La formation pour devenir Volva commençait dès l'enfance et durait des décennies. Ils apprenaient l'herbologie, l'astronomie, la psychologie, la médecine et la politique. Ils étaient, par essence, les personnes les plus cultivées de leur société. Serment de sang, fraternité éternelle. Les Vikings ont développé des rituels de loyauté, considérés comme plus sacrés que le mariage, plus permanents que la famille biologique, plus importants que la vie et la mort. Les serments de sang créaient des liens qui duraient au-delà de la vie terrestre. Le rituel de la confrérie était intense et irréversible.
2 ou plusieurs guerriers se coupèrent les paumes avec des couteaux rituels et mélangèrent le sang dans une coupe spéciale faite de bois d'élan ou du crâne d'un ennemi tué. Ils buvaient le mélange de sang tout en jurant fidélité éternelle, récitant d'anciennes formules nordiques, invoquant les dieux comme témoins. Ce serment comprenait la promesse de partager l'honneur, la vengeance, les biens et le destin. Toute trahison de ce serment était punie par une torture rituelle qui faisait de la crucifixion une démonstration de miséricorde. Ces méthodes d'exécution duraient des jours, spécifiquement conçues pour infliger une souffrance physique et une humiliation spirituelle maximale. Les frères de sang partageaient littéralement tout: succès, échec, dette, ennemis, famille. Si l'un mourait, les autres avaient l'obligation sacrée de venger sa mort, de prendre soin de sa famille et de préserver sa mémoire. Il existe des sagas qui décrivent des frères de sang qui ont respecté ces serments pendant 50 ans ou plus, traversant les continents pour honorer les promesses faites dans leur jeunesse. Femme guerrière, le véritable pouvoir en ces temps brutaux. Contrairement aux mythes véhiculés par Hollywood, les femmes vikings exerçaient un pouvoir réel, tangible et souvent militaire. Certaines devinrent des dirigeantes à la tête de flottes entières et contrôlèrent des territoires plus vastes que de nombreux royaumes européens. Les Skjaldmø, ou jeunes au bouclier, étaient des guerrières qui s'entraînaient au combat dès l'enfance, tout comme les hommes. Je ne parle pas ici d'exceptions romancées, je fais référence à une classe sociale établie, avec ses règles, ses traditions et sa reconnaissance officielle. Ils menaient des invasions indépendantes, prenaient des décisions militaires stratégiques et contrôlaient les routes commerciales. Certains commandaient des centaines de guerriers mâles qui les suivaient de leur plein gré, reconnaissant leurs compétences. Les femmes vikings pouvaient divorcer pour toute raison qu'elles jugeaient valable et conserver le contrôle de leurs biens. Dans une Europe où les femmes étaient considérées comme la propriété de leur mari, c'était une révolution. Certaines devinrent reines de territoires conquis grâce à leur mérite militaire et non par mariage. Elles contrôlaient des armées, négociaient des traités et déclaraient la guerre. Mais voici le revers de la médaille. Ces mêmes femmes participaient activement au système d'esclavage et de brutalité qui caractérisait la société viking. Elles comprenaient que leur liberté dépendait de la captivité des autres, le système de classe, la liberté par la violence. La société viking avait une hiérarchie sociale complexe fondée sur un principe simple. Votre liberté valait exactement ce que vous pouviez conquérir et défendre par la force. Au sommet se trouvaient les jarls, seigneurs de guerre, qui contrôlaient territoires, armées et routes commerciales. Ils étaient les chefs suprêmes de la violence organisée. Des hommes qui ont fait des raids une science économique. Viennent ensuite les jarls, des hommes libres qui possèdent des terres, participent aux expéditions et jouissent de droits légaux. Ils constituent la classe moyenne viking, des guerriers agriculteurs qui partagent leur temps entre les plantations et les raids. Au bas de la pyramide se trouvaient les esclaves, des esclaves sans droit qui effectuaient le travail forcé nécessaire au fonctionnement de la société. Ils étaient des biens humains pouvant être achetés, vendus, torturés ou tués au gré de leurs propriétaires. Ce qui caractérisait ce système était la mobilité sociale par la violence. Un esclave courageux pouvait accéder à la liberté en combattant victorieusement. Un jarl pouvait devenir jarl en conquérant un territoire suffisant. C'était une méritocratie fondée sur la brutalité. Si vous pouviez tuer suffisamment d'ennemis et saisir suffisamment de biens, votre statut social augmentait automatiquement. Code juridique, la justice par la force. Le système juridique viking était à la fois fascinant de complexité et d'une simplicité brutale. Ils disposaient de lois détaillées pour presque tout, mais leur application dépendait de leur capacité à les faire respecter. Les conseils étaient hantés des assemblées où les hommes libres se réunissaient pour résoudre leurs conflits, légiférer et poursuivre les crimes. C'était une démocratie participative, mais réservée à ceux qui avaient le droit de porter des armes et de posséder des biens. Les châtiments étaient calibrés pour humilier publiquement, en plus d'infliger des souffrances physiques. Il ne s'agissait pas seulement d'une punition, mais d'un théâtre social renforçant les hiérarchies par le spectacle de la vengeance. Les amendes étaient courantes pour les délits en mineurs, mais elles devaient être payées en argent, en bétail ou en années de servitude. Si l'on ne pouvait pas payer, on devenait automatiquement esclave. Pour les crimes graves, la peine incluait l'exil, synonyme de mort sociale complète. Un exilé ne pouvait recevoir d'aide de personne
personne, ni commercer, ni même dormir sous le même toit que des gens honnêtes. La peine de mort était appliquée comme moyen de divertissement public et d'avertissement aux criminels potentiels. C'était une forme d'éducation civique par la terreur. L'ADN du conquistador. Influence génétique mondiale. Des études génétiques modernes ont révélé une chose choquante. Les Vikings ont laissé leur empreinte génétique sur des populations de l'Islande à la Sicile, du Groenland à la Russie. Leur expansion a été si massive que des millions de personnes portent aujourd'hui leur ADN viking sans même le savoir. Leur empreinte génétique est surprenante et géographiquement impossible à l'époque. 10% des Irlandais ont une ascendance viking significative. Certaines régions d'Angleterre abritent des populations dont le patrimoine génétique nordique atteint jusqu'à 40%. Ils fondèrent des villes qui demeurent aujourd'hui des capitales et des centres économiques. Dublin, York, Kiev, Novgorod. Nombre des plus grandes villes d'Europe étaient à l'origine des bases vikings stratégiquement situées. Leur nom perdure dans la géographie européenne moderne. Des centaines de villes, de rivières, de montagnes et de régions conservent encore des noms en vieux norrois, préservant ainsi la mémoire des conquérants disparus il y a 1000 ans. Leurs traditions juridiques ont influencé les systèmes démocratiques scandinaves, qui servent aujourd'hui de modèles mondiaux de justice sociale et de transparence gouvernementale. La démocratie participative moderne trouve ses racines chez les Vikings. Les codes secrets, le savoir caché dans les runes. Les Vikings développèrent des systèmes de communication secrets, utilisant des runes, fonctionnant sur plusieurs niveaux de signification. Il ne s'agissait pas seulement d'écriture, mais aussi de cryptographie, de magie et de préservation du savoir militaire, dans des symboles que seuls les initiés pouvaient pleinement déchiffrer. Les runes de pouvoir combinaient écriture pratique et symbolisme magique. Chaque symbole avait une signification littérale, numérique, mystique et stratégique. C'était comme avoir 4 langues différentes dans un seul texte. Ces runes étaient gravées sur des armes pour leur conférer des pouvoirs surnaturels, mais aussi pour identifier leur origine, la qualité du métal et les techniques de forge. Il s'agissait d'un contrôle qualité déguisé en magie. Il contenait des cartes de route commerciales secrètes codées dans des poèmes épiques qui ressemblaient à de la mythologie, mais qui préservaient en réalité des informations géographiques précises sur la navigation océanique. Ils ont préservé les rituels de transformation des guerriers, les techniques d'entraînement mental et les formules chimiques des drogues de combat. C'était une science militaire avancée déguisée en religion. L'esprit d'entreprise. Les débuts du capitalisme nordique. Voici une vérité qui changera votre perspective. Les Vikings furent les premiers capitalistes mondiaux de l'histoire. Ils ont transformé la violence en un modèle économique durable et évolutif. Ils développèrent des concepts de capital-risque, de partage des bénéfices et de partenariats commerciaux qui ne réapparurent en Europe qu'à la Renaissance. Une expédition viking était essentiellement une aventure militaire naissante avec des investisseurs, des partenaires et un partage proportionnel des bénéfices. Ils créèrent les premières multinationales, des organisations opérant dans plusieurs pays avec une gestion décentralisée mais des objectifs communs. Chaque groupe viking était une branche de la même entreprise. Ils ont établi des marchés de marchandises pour les esclaves, l'ambre, les fourrures et les métaux précieux, avec des prix standardisés dans des régions géographiques éloignées. Il s'agissait de la mondialisation économique. 1000 ans avant même que le terme n'existe. Son esprit d'entreprise a directement influencé le développement du capitalisme moderne dans les pays nordiques, qui possèdent aujourd'hui certaines des économies les plus innovantes et les plus prospères du monde. La vérité qui vous changera pour toujours. Les Vikings n'étaient pas des barbares apparus, semant le chaos et disparaissant. Ils furent les premiers à comprendre que le véritable pouvoir réside dans le contrôle des perceptions, que la violence est plus efficace lorsqu'elle est calculée, que la terreur peut être industrialisée et que la domination culturelle dure plus longtemps que la domination militaire. Ils créèrent le premier système de propagande de masse de l'histoire, utilisant légendes, sagas et réputation comme armes psychologiques. Ils développèrent le premier empire fondé sur des marques déposées. Le nom Viking répandit la terreur dans toute l'Europe. Ils ont établi la première économie terroriste mondiale où la menace de violence l'emportait sur la violence réelle. Les communautés payaient des impôts exorbitants, simplement pour éviter d'être attaquées. Leur héritage perdure d'une manière que vous n'imaginez peut-être même pas. Les concepts modernes de masculinité, d'honneur et de bravoure proviennent directement de la culture viking. L'idée que les hommes doivent être des pourvoyeurs, des protecteurs et des guerriers lorsque cela est nécessaire
est un pur héritage viking. Systèmes juridiques scandinaves qui ont influencé les démocraties modernes, notamment les concepts de procès avec jury, d'assemblée populaire et de transparence gouvernementale. L'état d'esprit entrepreneurial qui a créé le capitalisme nordique. L'idée que toute activité peut être transformée en une entreprise rentable, que le risque calculé produit une récompense proportionnelle, que la coopération stratégique est plus efficace que la concurrence destructrice. Les stratégies militaires qu'ils ont développées sont toujours enseignées dans les académies militaires modernes, notamment les tactiques de guerre psychologique, les opérations amphibies, la guérilla et le terrorisme stratégique. Le message final qui vous hantera. La prochaine fois que vous regarderez un film viking, rappelez-vous, la réalité était 1000 fois plus complexe, plus brutale, plus fascinante et plus influente que ce que n'importe quelle fiction pouvait capturer. Les Vikings n'étaient pas que des guerriers. Ils étaient les architectes d'une nouvelle forme de pouvoir qui façonne encore notre monde aujourd'hui. Ils comprenaient que contrôler les esprits est plus précieux que contrôler les corps, que la réputation est plus puissante que les armées et que l'influence culturelle perdure au-delà des conquêtes militaires. Et waouh, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg de cette sombre histoire qu'Hollywood ne vous dévoilera jamais. Si vous souhaitez découvrir d'autres secrets troublants sur les civilisations qui ont façonné notre monde, avec des méthodes qui vous empêcheraient de dormir, laissez un commentaire ci-dessous avec la culture que vous souhaitez que j'explore dans la prochaine vidéo. Les Aztèques et leurs rituels de sacrifice industriel, les Mongols et leurs techniques de guerre biologique, les Romains et leurs méthodes de contrôle démographique, à vous de décider. Mais je vous garantis que la réalité historique est toujours plus choquante que tout ce qu'Hollywood peut inventer. Aimez la vidéo si cette histoire vous a laissé sans voix. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu choquant. Et cliquez sur la cloche. La prochaine vidéo sera encore plus bouleversante. À bientôt! Et n'oubliez pas, les histoires vraies sont toujours plus folles que la fiction.